On connaît tous Hitler, son visage, ses discours, sa folie. Mais Hitler seul n'a jamais rien construit. Derrière lui, dans l'ombre, 7 hommes ont bâti la machine la plus meurtrière de l'histoire humaine. L'un d'eux a organisé l'extermination de millions de personnes depuis un simple bureau avec des horaires de train et une calculatrice. Un autre a prolongé la guerre d'1 an entier et pourtant, il a convaincu le monde entier qu'il était innocent. Un troisième a vécu 30 ans en liberté après la guerre sous un faux nom sur une plage au Brésil et il est mort sans jamais avoir été jugé. Ces hommes n'étaient pas fous. Ils n'étaient pas illettrés. Ils étaient diplômés des meilleures universités. Médecins, juristes, architectes, comptables. Le matin, ils signaient des ordres qui condamnaient des milliers d'innocents. Le soir, ils rentraient embrasser leurs enfants. Et c'est ça le plus terrifiant. Parce que la vraie question, celle que personne n'ose poser, ce n'est pas comment des monstres ont pu faire ça, c'est comment des hommes ordinaires sont devenus les architectes de l'enfer. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si ce genre de vérité cachée de la Seconde Guerre mondiale vous passionne, abonnez-vous parce que chaque jour, on déterre ici des histoires que les manuels d'histoire ont préféré oublier. Maintenant, commençons et accrochez-vous bien. Pour comprendre comment le Troisième Reich a fonctionné, il faut oublier tout ce qu'on nous a appris à l'école. Oublier l'image d'un seul homme debout sur une tribune, hurlant devant des foules hypnotisées. Parce que la vérité, c'est que le Reich n'a jamais été l'œuvre d'un seul esprit. C'était une machine composée de rouages humains. Et certains de ces rouages étaient bien plus dangereux que le moteur lui-même. Le premier d'entre eux s'appelle Reinhard Heydrich. Et si vous ne connaissez pas ce nom, c'est presque normal parce que Heydrich a toujours préféré l'ombre à la lumière. Il n'aimait pas les discours, il n'aimait pas les caméras. Ce qu'il aimait, c'était le pouvoir, le vrai pouvoir, celui qui s'exerce dans le silence des bureaux, derrière des portes closes, à travers des signatures apposées au bas de documents que personne ne devait jamais voir. Pourtant, avant de devenir l'un des hommes les plus redoutés d'Europe, Heydrich n'était rien, absolument rien. Un jeune officier de la marine allemande renvoyé en 1931 pour ce qu'on a pudiquement appelé une conduite indigne. En réalité, une histoire banale, une liaison avec une femme qu'il a refusé d'épouser, un tribunal d'honneur militaire et une humiliation publique qu'il a brisée. À 27 ans, Reinhard Heydrich se retrouve sans emploi, sans avenir et rongé par une rage froide contre le monde qu'il a rejeté. C'est à ce moment précis que le parti nazi entre dans sa vie. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Heinrich Himmler, le chef de la SS, encore embryonnaire, cherche quelqu'un pour bâtir un service de renseignement interne. Heydrich, lors de leur première rencontre, improvise sur une feuille de papier l'organigramme complet d'un réseau d'espionnage. En 20 minutes, Himmler est impressionné. Heydrich est embauché sur le champ. En quelques années seulement, cet homme humilié, cet officier déchu va construire de ses propres mains le SD, le Sicherheitsdienst, le service de renseignement du parti nazi, un réseau de surveillance si perfectionné, si méthodique, qu'il va devenir le modèle de tous les services secrets totalitaires du XXe siècle. La Stasi est allemande, des décennies plus tard, s'en inspirera directement. Mais Heydrich ne s'arrête pas là, il veut plus, toujours plus. En 1939, quand la guerre éclate, c'est lui qui crée les Einsatzgruppen, des unités mobiles de tuerie de masse chargées de suivre l'armée allemande dans sa progression vers l'Est. Leur mission est simple et terrifiante. Éliminer systématiquement les populations considérées comme indésirables par le régime, des juifs bien sûr, mais aussi des intellectuels, des responsables politiques, des résistants, des civils jugés dangereux pour le nouvel ordre. Et quand on parle d'éliminer, il ne s'agit pas d'une métaphore. Entre 1941 et 1943, les Einsatzgruppen vont assassiner plus d'1 million de personnes, hommes, femmes, enfants, dans des fosses creusées à la hâte en plein air, souvent devant les villageois terrorisés. Tout cela avant même que les camps d'extermination ne soient pleinement opérationnels. Et l'homme qui a conçu ce système, qui a rédigé les ordres, qui a défini les quotas et les méthodes, c'est Reinhard Heydrich.
Mais son œuvre la plus sinistre, celle qui va sceller définitivement son statut d'architecte de l'horreur, se déroule le 20 janvier 1942 dans un cadre d'une élégance presque obscène. Nous sommes à Wannsee, dans la banlieue sud-ouest de Berlin. Une villa magnifique au bord d'un lac gelé. À l'intérieur, 15 fonctionnaires du Reich sont réunis autour d'une grande table. Il y a du café, des pâtisseries, des dossiers reliés. L'atmosphère ressemble à celle d'une réunion d'affaires calme, organisée, professionnelle. C'est Heydrich qui préside. Et en 90 minutes à peine, ces 15 hommes vont planifier, avec une précision administrative glaçante, ce que le régime appelle la solution finale de la question juive en Europe. 11 millions de personnes sont listées dans les documents de la conférence, classées par pays, par région, par chiffre. Walter Schellenberg, qui a servi sous ses ordres au sein du renseignement, écrira plus tard dans ses mémoires « Heydrich était l'homme le plus dangereux du Troisième Reich. Il avait un instinct animal pour détecter les faiblesses des autres et il ne les oubliait jamais. Mais cet homme que rien ne semble pouvoir arrêter va rencontrer son destin sur une route de Prague, un matin de printemps 1942. Le 27 mai, sa Mercedes décapotable ralentit dans un virage serré du quartier de Liebenj. Heydrich, nommé protecteur adjoint de Bohême-Moravie, a pris l'habitude de circuler sans blinder, par arrogance, par mépris du danger. Ce matin-là, 2 parachutistes tchécoslovaques formés en Angleterre, Josef Gabčík et Jon Kubiš, l'attendent au bord de la route. Gabčík lève sa mitraillette Sten et appuie sur la détente, l'arme s'enraye. Heydrich, au lieu de fuir, se lève dans la voiture et dégaine son pistolet. C'est alors que Kubiš lance une grenade anti-char modifiée. L'explosion projette des éclats de métal et des fragments du siège dans le corps de Heydrich. Il survivra 8 jours. 8 jours d'agonie rongée par une septicémie que les meilleurs médecins du Reich ne parviennent pas à endiguer. Il meurt le 4 juin 1942 à 38 ans. Et la réponse du Reich à cette mort va révéler mieux que n'importe quel discours ce que cet homme représentait vraiment pour la machine nazie. Le village de Lidis, en Bohême, est choisi comme exemple. 173 hommes et adolescents sont rassemblés et fusillés. Les femmes sont déportées au camp de Ravensbrück. Les enfants sont arrachés à leurs familles, certains envoyés dans des familles allemandes sous de faux noms, d'autres conduits vers une mort dont on ne retrouvera la trace que des années plus tard. Le village entier est rasé, brûlé, effacé des cartes. Tout cela pour venger un seul homme. Et si le Reich a réagi avec une telle violence, c'est parce qu'il venait de perdre bien plus qu'un officier. Il venait de perdre l'homme qui, plus que tout autre, savait transformer une idéologie délirante en procédure administrative. L'homme qui avait donné à la haine un organigramme, un budget et un calendrier. Mais Heydrich n'a pas agi seul. Au-dessus de lui, il y avait un homme sans charisme, sans prestance, sans talent militaire. Et pourtant, c'est lui qui a bâti l'empire le plus vaste et le plus meurtrier du Troisième Reich. Un homme que l'on sous-estime presque toujours quand on le voit en photo avec ses petites lunettes rondes et son menton fuyant. Son nom, Heinrich Himmler. Et son histoire est peut-être encore plus terrifiante que celle de Heydrich parce qu'elle prouve que pour devenir l'un des plus grands criminels de l'histoire, il n'est pas nécessaire d'être un génie. Il suffit d'être un bureaucrate sans la moindre once de conscience. Heinrich Himmler n'a rien d'impressionnant. Quand on regarde ses photos, on voit un homme petit, le dos légèrement voûté, le regard flou derrière des lunettes rondes cerclées de métal. Son menton fuit. Sa poignée de main est molle. Il n'a jamais combattu. Il n'a jamais tenu un fusil sur un champ de bataille. Et pourtant, cet homme effacé, ce fils d'un précepteur de la famille royale de Bavière, va devenir le maître absolu de la terreur nazie, le chef suprême de la SS, de la Gestapo, de la police du Reich et l'architecte d'un empire de mort qui s'étend de la Norvège à la Grèce, de la France à l'Ukraine. Comment un homme aussi ordinaire a-t-il pu construire un tel monstre? La réponse tient en un mot, l'organisation. Himmler n'est pas un visionnaire, il n'est pas un orateur. Il n'a ni le charisme glacial de Heydrich, ni l'intelligence stratégique de Speer. Ce qu'il possède, en revanche, c'est une obsession maladive pour l'ordre, les fichiers, les structures hiérarchiques et les procédures. Là où d'autres voient de la politique, Himmler voit de l'administration. Là où d'autres voient de la guerre, il voit de la gestion.
Et c'est précisément cette capacité à transformer l'horreur en routine bureaucratique qui fait de lui l'un des hommes les plus dangereux du XXe siècle. Quand il prend la tête de la SS en 1929, celle-ci ne compte que quelques centaines de membres, une garde personnelle d'Hitler sans véritable influence. En moins de 10 ans, Himmler la transforme en un État dans l'État. Plus de 900 000 hommes à son apogée, sa propre armée, la Waffen-SS, avec ses propres divisions blindées, ses propres hôpitaux, ses propres tribunaux, son propre réseau de camps de concentration, plus de 1000 sites répartis à travers l'Europe, ses propres entreprises exploitant le travail forcé de centaines de milliers de prisonniers et même ses propres projets pseudo-scientifiques comme l'Ahnenerbe, une organisation chargée de prouver la supériorité de la prétendue race aryenne à travers des fouilles archéologiques, des expéditions au Tibet et des recherches ésotériques sur les origines mythologiques de la civilisation germanique. Car Himmler ne se contente pas d'administrer la terreur. Il y croit profondément, sincèrement. Il est convaincu que la SS est un ordre chevaleresque, héritier des chevaliers teutoniques, investi d'une mission sacrée. Purifier l'Europe et fonder un empire racial destiné à durer 1000 ans. Il consulte des astrologues. Il croit aux runes. Il fait restaurer le château de Wewelsburg en Westphalie pour en faire le centre spirituel de la SS. Une sorte de camelot nazi avec une salle ronde inspirée de la légende du roi Arthur et une crypte souterraine destinée à accueillir les cendres des plus hauts dignitaires SS. Et c'est cet homme, ce mystique délirant doublé d'un comptable méticuleux, qui va prononcer l'un des discours les plus glaçants de toute la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes à Posen, en Pologne occupée, le 4 octobre 1943. Himmler s'adresse à un groupe de hauts officiers SS. Sa voix est calme, presque monotone, comme celle d'un directeur financier présentant un bilan trimestriel. Mais les mots qu'il prononce ce jour-là n'ont rien à voir avec des chiffres. Il parle ouvertement de l'extermination des Juifs d'Europe et il en parle avec fierté. Il dit à ses officiers que c'est une page glorieuse de leur histoire. Une page qui ne sera jamais écrite dans les livres, mais dont ils doivent être fiers. Il dit que supporter la vue de centaines de milliers de cadavres et rester décent malgré tout, voilà ce qui fait la grandeur de la SS. Ce discours a été enregistré. Il existe toujours. Et quand on l'écoute aujourd'hui, ce qui frappe, ce n'est pas la haine, c'est l'absence totale d'émotion. La banalité administrative avec laquelle cet homme parle de millions de morts comme on parlerait d'un projet logistique mené à bien. Mais l'ironie la plus cruelle de l'histoire d'Himmler se joue dans les dernières semaines de la guerre. En avril 1945, alors que le Reich s'effondre de toutes parts, que Berlin est encerclé et que les armées soviétiques et alliées convergent vers le cœur de l'Allemagne, Himmler commet l'impensable. En secret, il contacte le comte Folke Bernadotte, vice-président de la Croix-Rouge suédoise, pour tenter de négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux. Il est convaincu, avec une naïveté stupéfiante, que les Américains et les Britanniques vont l'accueillir comme un partenaire respectable, qu'ils vont reconnaître en lui un interlocuteur sérieux, qu'ils vont accepter de s'allier avec lui contre l'Union soviétique. Il se trompe. Les Alliés rejettent son offre avec dégoût. Et quand Hitler apprend la trahison, il entre dans une rage folle. Il déchoit Himmler de tous ses titres, de toutes ses fonctions et ordonne son arrestation. Himmler fuit. Il se rase la moustache, enfile l'uniforme d'un simple soldat et tente de se fondre dans la masse des millions d'Allemands errant sur les routes de l'Allemagne dévastée. Mais le 21 mai 1945, il est arrêté par les Britanniques à un poste de contrôle près de Lunebourg. 2 jours plus tard, lors d'un examen médical, il croque une capsule de cyanure dissimulée dans une de ses molaires. Il meurt en quelques minutes, emportant avec lui des secrets que les historiens tentent encore aujourd'hui de reconstituer. Pas de procès, pas de témoignage, pas de confrontation avec ses victimes. Himmler s'est soustrait à la justice avec la même lâcheté méthodique qu'il avait mise à orchestrer ses crimes depuis un bureau. Et c'est peut-être cette lâcheté finale qui résume le mieux cet homme. Car Himmler, toute sa vie, a fait faire le travail par d'autres. Il a conçu les systèmes, rédigé les ordres, structuré les hiérarchies, mais il n'a presque jamais regardé le résultat en face. On raconte que lors de sa seule visite à un site d'exécution de masse à Minsk en 1941, il a failli s'évanouir.
Il a demandé qu'on trouve des méthodes plus humaines, non pas pour les victimes, mais pour les bourreaux. C'est cette demande qui a accéléré le développement des chambres à gaz. L'homme qui ne supportait pas de voir la mort a industrialisé le meurtre à une échelle que l'humanité n'avait jamais connue. Mais le Reich ne fonctionnait pas seulement grâce à des fanatiques et des bureaucrates de la terreur. Il avait aussi besoin de visages présentables, d'hommes capables de séduire le monde extérieur, de sourire devant les caméras, de serrer des mains avec élégance. Des hommes qui, des décennies après la guerre, continueraient de mentir avec un talent si extraordinaire que le monde entier finirait par les croire. Et le plus doué d'entre eux, le plus dangereux peut-être dans sa capacité à réécrire l'histoire, c'est l'homme que nous allons rencontrer maintenant. Son nom ? Albert Speer. Albert Speer est beau, grand, mince, le regard vif, les traits fins. Il s'habille avec goût, il parle avec aisance. Il a étudié l'architecture dans les meilleures écoles d'Allemagne. Quand il entre dans une pièce, on ne voit pas un criminel de guerre. On voit un homme cultivé, raisonnable, presque séduisant. Et c'est exactement pour cela qu'il est si dangereux. Car Speer accomplit quelque chose qu'aucun autre dignitaire nazi n'a réussi. Il a traversé le procès de Nuremberg, la prison et le reste de sa vie en convainquant le monde entier qu'il était différent des autres, le bon nazi, le technocrate qui ne savait pas, l'artiste égaré dans la politique, l'homme qui a eu le courage de reconnaître une part de responsabilité juste assez pour paraître honnête, jamais assez pour être condamné à mort. Et pendant des décennies, le monde l'a cru. Tout commence en 1934, quand le jeune architecte Albert Speer attire l'attention d'Hitler avec ses mises en scène grandioses des rassemblements du parti. Les cathédrales de lumière de Nuremberg, ces 130 projecteurs de la défense anti-aérienne pointés vers le ciel nocturne créant des colonnes de lumière visibles à des dizaines de kilomètres. C'est lui. La nouvelle chancellerie du Reich à Berlin, avec son couloir de marbre de près de 150 mètres de long conçu pour écraser psychologiquement quiconque s'y aventure. C'est encore lui. Et le projet Germania, ce plan délirant visant à transformer Berlin en capitale mondiale avec un dôme de plus de 200 mètres de hauteur. C'est toujours lui. Hitler adore Speer. Il voit en lui un alter ego, un artiste comme lui, un visionnaire capable de donner une forme physique à ses rêves mégalomanes. Les deux hommes passent des soirées entières penchés sur des maquettes à imaginer des bâtiments qui devaient durer 1000 ans. Speer est le seul homme du Reich qu'Hitler tutoie. Le seul qu'il considère comme un ami. Mais en 1942, la guerre change tout. Le ministre de l'armement Fritz Todt meurt dans un accident d'avion. Hitler nomme Speer à sa place. L'architecte devient industriel de guerre du jour au lendemain. Et ce qu'il va accomplir dans cette fonction va prolonger le conflit de plusieurs mois, peut-être d'un an ou plus, au prix de millions de vies supplémentaires. En à peine 2 ans, Speer multiplie la production d'armements allemands par un facteur de 3. Des chars, des avions, des munitions sortent des usines à un rythme que les Alliés n'avaient pas anticipé. Le secret de cette performance tient en un système que Speer met en place avec une efficacité redoutable. La décentralisation de la production dans des centaines d'usines souterraines et le recours massif au travail forcé. Et c'est là que le masque commence à se fissurer, mais seulement des décennies plus tard. Car pour alimenter cette machine de production, Speer a besoin de main-d'œuvre, des millions de travailleurs. Et ces travailleurs, il les trouve dans les camps de concentration et les territoires occupés. Des hommes, des femmes, parfois des adolescents, arrachés à leur foyer et jetés dans des usines où les conditions sont si effroyables que la durée de vie moyenne d'un prisonnier ne dépasse pas quelques mois. L'usine souterraine de Mittelbau-Dora, dans les montagnes du Harz, est peut-être l'exemple le plus terrible. C'est là que sont assemblées les fusées V2, l'arme secrète du Reich. Les prisonniers travaillent dans des tunnels humides, sans lumière naturelle, sans ventilation suffisante, dans un froid glacial. On estime que la fabrication des V2 a tué plus de travailleurs forcés qu'elle n'a tué de victimes lors de ces bombardements sur Londres et Anvers. Plus de 20 000 prisonniers sont morts dans ce complexe souterrain, et Speer savait.
Les documents déclassifiés dans les années 1990, notamment ceux des archives fédérales de Coblence, montrent qu'il a visité ces sites, qu'il a rencontré les responsables, qu'il a signé les réquisitions de main-d'œuvre, qu'il a participé à des réunions où les conditions de travail et les taux de mortalité étaient discutés ouvertement. Mais quand le procès de Nuremberg arrive, en 1946, Speer joue la carte la plus audacieuse de toute l'histoire judiciaire du XXe siècle. Il admet une responsabilité générale en tant que membre du gouvernement. Il dit qu'il aurait dû savoir, qu'il regrette, qu'il assume. Mais il nie farouchement avoir eu connaissance directe des crimes les plus graves. L'extermination, les chambres à gaz, l'ampleur réelle des souffrances dans les camps. Les juges sont impressionnés, les journalistes aussi. Dans un box d'accusés rempli d'hommes arrogants ou pathétiques, Speer apparaît comme une anomalie. Un homme capable d'autocritique, un homme qui a la dignité de reconnaître ses torts. Il est condamné à 20 ans de prison. Une peine lourde, certes, mais il échappe à la potence. Göring, Ribbentrop, Keitel, Jodl, Kaltenbrunner, tous sont pendus. Speer, lui, survit. Et à sa sortie de Spandau en 1966, il fait mieux que survivre. Il publie ses mémoires au cœur du Troisième Reich qui deviennent un best-seller mondial. Le livre est traduit dans des dizaines de langues. Speer parcourt le monde, donne des conférences, accorde des interviews. Il devient le témoin respectable du nazisme, celui qui permet au public de comprendre le Reich de l'intérieur à travers les yeux d'un homme apparemment honnête. Mais l'historienne britannique Gita Sereni, après des années de recherche et des centaines d'heures d'entretien avec Speer lui-même, arrive à une conclusion dévastatrice. Speer n'était pas un témoin honnête. Il était le plus grand menteur du Troisième Reich. Chaque mot de ses mémoires était calibré, chaque aveu était calculé, chaque regret était une performance. Il n'avait pas simplement fermé les yeux, il avait regardé et il avait choisi de continuer. Des documents retrouvés dans les archives de l'ancienne Stasi ont par ailleurs fortement suggéré que Speer était présent lors du discours de Posen-Daimler en 1943. Ce discours où le chef de la SS parlait ouvertement de l'extermination. Speer a toujours nié y avoir assisté, mais les preuves accumulées au fil des décennies rendent cette dénégation de plus en plus difficile à soutenir. Albert Speer est mort le 1er septembre 1981 à Londres lors d'un voyage pour enregistrer une interview pour la BBC. Il est mort en homme libre, respecté par beaucoup, soupçonné par quelques-uns, mais jamais pleinement démasqué de son vivant. Son mensonge a tenu pendant 30 ans, et d'une certaine manière, il tient encore aujourd'hui dans l'esprit de ceux qui n'ont lu que ses mémoires, sans aller chercher plus loin. C'est peut-être la forme de dangerosité la plus insidieuse de toutes. Pas la cruauté brute, pas la violence directe, mais la capacité à réécrire l'histoire, à reformuler ses propres crimes, à transformer la complicité en ignorance et la culpabilité en regret élégant. Speer n'a pas seulement échappé à la corde, il a échappé à la vérité. Mais tous les hommes du Reich n'avaient pas le talent de Speer pour la dissimulation. Certains n'avaient besoin ni de charme, ni de mensonge. Ils avaient juste besoin d'un bureau, d'un téléphone et de fiches cartonnées. Et le plus méticuleux d'entre eux, celui dont le nom est devenu synonyme de la banalité du mal, est un homme que personne n'aurait remarqué dans la rue. Un homme sans éclat, sans charisme, sans la moindre qualité apparente, sauf une capacité terrifiante à organiser la mort comme on organise une livraison de marchandises. Son nom? Adolf Eichmann. Le 11 mai 1960, dans une rue tranquille d'un quartier résidentiel modeste de la banlieue nord de Buenos Aires, un homme descend d'un bus comme il le fait chaque soir depuis des années. Il porte un costume bon marché, des lunettes à monture épaisse et une mallette usée. Il marche d'un pas lent, régulier, sans se retourner. Il s'appelle Ricardo Clément. Il travaille comme contremaître dans une usine Mercedes-Benz. Ses voisins le trouvent discret, poli, un peu ennuyeux. Personne ne soupçonne rien. Mais ce soir-là, 3 hommes l'attendent dans l'obscurité, assis dans une voiture garée à quelques mètres de chez lui. Ce sont des agents du Mossad, le service de renseignement israélien. Ils ont mis des années à le retrouver, des années à recouper des témoignages, à suivre des pistes, à vérifier des photographies vieilles de 15 ans. Et maintenant, ils sont là, prêts. Quand Ricardo Clément passe devant la voiture, l'un des agents sort et lui adresse la parole en espagnol.
L'homme s'arrête. En une fraction de seconde, il est saisi, maîtrisé, poussé à l'arrière du véhicule. Il ne crie pas, il ne se débat presque pas. Comme si quelque part au fond de lui, il savait que ce moment finirait par arriver. Ricardo Clément est en réalité Adolf Eichmann. Et l'homme que le Mossad vient de capturer dans cette rue tranquille de Buenos Aires est le responsable logistique de la déportation de millions de Juifs européens vers les camps d'extermination. Pour comprendre qui est vraiment Eichmann, il faut oublier l'image du monstre, oublier le sadique, le fanatique hurlant, le bourreau sanguinaire. Eichmann n'est rien de tout cela. Il est pire. Il est un bureaucrate, un fonctionnaire d'une compétence terrifiante dont le talent particulier consiste à résoudre des problèmes logistiques d'une complexité immense avec la précision d'un ingénieur et l'indifférence d'un comptable. Son domaine, c'est le transport, les horaires de train, les capacités de chargement des wagons, les itinéraires ferroviaires à travers l'Europe occupée, les quotas de déportation par ville, par région, par pays. Eichmann connaît par cœur le réseau ferroviaire européen. Il sait combien de personnes on peut entasser dans un wagon à bestiaux. Il sait combien de temps dure un trajet de Budapest à Auschwitz, de Thessalonique à Treblinka, d'Amsterdam à Sobibor. Et il optimise chaque convoi comme d'autres optimisent une chaîne de production industrielle. C'est grâce à cette efficacité glaciale que les déportations de Hongrie au printemps 1944 atteignent un rythme que même les responsables d'Auschwitz peinent à absorber. En moins de 2 mois, entre le 15 mai et le 9 juillet, plus de 430 000 Juifs hongrois sont déportés. Parfois 4 trains par jour, parfois plus. Eichmann est sur place, à Budapest, supervisant personnellement les opérations. Il négocie avec les autorités hongroises, il presse, il accélère, il insiste. Et tout cela se passe alors que l'Allemagne est en train de perdre la guerre. Les armées alliées ont débarqué en Normandie. Les soviétiques avancent à l'est. Les ressources ferroviaires sont désespérément nécessaires pour le transport de troupes et de matériel militaire. Mais Eichmann obtient ses trains parce que pour lui, la déportation n'est pas un objectif secondaire, c'est la mission, la seule qui compte vraiment. Lors de son procès à Jérusalem en 1961, Eichmann se présente dans un box vitré, le visage impassible, les mains croisées sur ses genoux. Il écoute les témoignages des survivants sans broncher. Et quand vient son tour de parler, il répète inlassablement la même défense. Il n'a fait qu'obéir aux ordres. Il n'était qu'un rouage. Il n'avait pas le pouvoir de décider. Il ne faisait que suivre les instructions de ses supérieurs. La philosophe Hannah Arendt, envoyée par le magazine The New Yorker pour couvrir le procès, observe cet homme avec une fascination horrifiée. Elle s'attendait à voir un monstre. Elle découvre un être d'une médiocrité confondante, un homme incapable de penser par lui-même, incapable de se mettre à la place d'autrui, incapable de mesurer la portée morale de ses actes. C'est cette observation qui l'a conduite à formuler le concept qui marquera à jamais la philosophie du XXe siècle, la banalité du mal. L'idée que les pires atrocités de l'histoire ne sont pas toujours commises par des fanatiques enragés, mais parfois par des hommes ordinaires qui ont simplement cessé de penser. Mais Arendt elle-même a peut-être sous-estimé Eichmann, car les archives montrent qu'il n'était pas aussi passif qu'il le prétendait. Il a déclaré un jour devant des collègues qu'il sauterait dans sa tombe en riant à l'idée d'avoir 5 millions de personnes sur la conscience. Ce ne sont pas les mots d'un fonctionnaire obéissant, ce sont les mots d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait et qui en tirait une forme de fierté perverse. Adolf Eichmann a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à mort. Il a été pendu le 1er juin 1962 dans la prison de Ramla en Israël. Son corps a été incinéré et ses cendres dispersées en Méditerranée, au-delà des eaux territoriales israéliennes, pour qu'aucune terre ne serve jamais de lieu de mémoire à cet homme. Et si Eichmann incarnait la banalité administrative du mal, l'homme qui va suivre en incarne la perversion scientifique. Un homme qui ne tuait pas avec des formulaires et des horaires de train, mais avec des seringues, des scalpels et une curiosité dénuée de toute humanité. Un homme dont le simple nom, encore aujourd'hui, provoque un frisson chez quiconque a entendu les témoignages des survivants d'Auschwitz. On l'appelait l'ange de la mort. Son vrai nom, Joseph Mengele, Auschwitz-Birkenau, été 1944. La rampe de sélection.
Des centaines de déportés descendent des wagons à bestiaux, hagards, assoiffés, terrifiés. Et au milieu de ce chaos, un homme se tient debout, impeccablement vêtu, les cheveux soigneusement peignés, un léger sourire aux lèvres. Il siffle un air d'opéra. De la main, il désigne chaque arrivant. Droite, gauche. Un geste élégant, presque désinvolte, comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. À gauche, la mort immédiate dans les chambres à gaz. À droite, le travail forcé, ou pire encore, la sélection pour ses expériences. Car Mengele n'est pas un simple médecin de camp. C'est un chercheur, un scientifique obsédé par la génétique, convaincu que ses travaux vont révolutionner la compréhension de l'hérédité humaine. Sa spécialité, les jumeaux. Dès qu'il en repère parmi les arrivants, il les met à part. Il les installe dans un baraquement spécial. Il les nourrit mieux que les autres prisonniers. Il leur sourit. Les enfants l'appellent « Oncle Mengele ». Et puis les expériences commencent. Des injections de substances inconnues dans les yeux pour tenter d'en changer la couleur. Des transfusions sanguines croisées entre jumeaux, des opérations chirurgicales sans anesthésie, des infections délibérées pour observer les réactions, et quand un jumeau meurt, l'autre est immédiatement tué par injection de chloroforme dans le cœur afin que Mengele puisse comparer les autopsies. Aucune de ces expériences n'a produit le moindre résultat scientifique valable, aucune n'a jamais été publiée dans une revue sérieuse. Elle n'était que le produit d'une obsession pseudo-scientifique pour la pureté raciale, financée et encouragée par l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin, l'une des institutions scientifiques les plus prestigieuses d'Allemagne. Et c'est peut-être l'aspect le plus troublant de l'histoire de Mengele. Il n'était pas un savant fou isolé opérant en marge du système. Il était le produit d'un système universitaire et scientifique qui avait placé l'idéologie au-dessus de l'éthique bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Ses professeurs l'ont encouragé, ses directeurs de recherche l'ont soutenu, ses collègues l'ont admiré. Le monstre d'Auschwitz avait un doctorat en médecine et un second en anthropologie physique, délivrés par des universités respectées. Quand la guerre prend fin, Mengele disparaît. Grâce au réseau d'évasion connu sous le nom de Ratlin, des filières clandestines impliquant des complicités au sein de certaines institutions religieuses et de services de renseignement, il fuit l'Europe et se réfugie en Amérique du Sud, d'abord en Argentine, puis au Paraguay et enfin au Brésil. Pendant plus de 30 ans, il vit sous de fausses identités, protégé par un réseau de sympathisants et par l'indifférence, parfois la complicité, des autorités locales. Le Mossad, les chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal, les services de renseignement de plusieurs pays le recherchent pendant des décennies. Mengele leur échappe toujours. Il meurt le 7 février 1979, noyé lors d'une baignade sur la plage de Bertioga au Brésil. Un vieil homme sous un faux nom, emporté par une vague. Son corps est enterré sous une identité fictive. Ce n'est qu'en 1985 que des analyses médico-légales, puis en 1992, une confirmation par ADN établissent formellement que les restes exhumés sont bien ceux de Joseph Mengele. L'ange de la mort n'a jamais été jugé. Il n'a jamais répondu de ses crimes devant un tribunal. Il n'a jamais regardé ses victimes dans les yeux pour entendre leurs témoignages. Et cette impunité pose une question qui dépasse le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Quand la justice arrive trop tard, que reste-t-il? Les survivants de ces expériences, ceux qui ont porté dans leur chair les traces de sa cruauté pendant des décennies, ont-ils été trahis une seconde fois, non plus par un bourreau, mais par un monde incapable de le retrouver à temps? Et les institutions qui l'ont formé, financé et protégé, les universités, les réseaux d'évasion, les gouvernements complaisants, portent-elles elles aussi une part de cette culpabilité que Mengele n'a jamais eu à assumer? Mais il reste encore 2 hommes dans notre liste. 2 hommes moins connus, moins médiatisés, mais dont le rôle dans la machine nazie révèle des vérités tout aussi dérangeantes. Le premier dirigeait la terreur policière du Reich depuis le bureau même de Heydrich. Le second a transformé les camps de concentration en entreprises rentables. 2 hommes de l'ombre dont les noms ont presque été oubliés, et c'est peut-être exactement ce qu'ils auraient voulu. Quand Reinhard Heydrich meurt à Prague, en juin 1942, le Reich perd son architecte de la terreur. Mais la machine qu'il a construite ne s'arrête pas. Elle a simplement besoin d'un nouveau pilote. Et l'homme qui prend les commandes du RSHA, l'Office central de sécurité du Reich, l'organe qui chapeaute à la fois la Gestapo,
le SD et la police criminelle, est un personnage que l'histoire a largement oublié, Ernst Kaltenbrunner. Ernst Kaltenbrunner est un géant, 1,90 m, des épaules massives, un visage dur barré de cicatrices de duel, hérité de ses années d'étudiant en Autriche. Là où Heydrich était froid et chirurgical, Kaltenbrunner est brutal et direct. Il n'a pas l'intelligence stratégique de son prédécesseur. Il n'en a pas besoin parce que la machine est déjà en place, les structures existent, les réseaux fonctionnent, les ordres descendent la chaîne hiérarchique avec une efficacité rodée. Kaltenbrunner n'a qu'à maintenir le système en marche et l'intensifier. Et c'est exactement ce qu'il fait. Sous sa direction, de 1943 à 1945, la répression s'accélère à travers toute l'Europe occupée. Les exécutions sommaires se multiplient, les réseaux de résistance sont traqués avec une férocité méthodique, les interrogatoires dans les caves de la Gestapo deviennent plus systématiques, plus violents, plus meurtriers. Chaque rapport sur les opérations de terreur, chaque bilan d'exécution, chaque liste de prisonniers éliminés passe par le bureau de Kaltenbrunner. Sa signature figure sur des centaines de documents ordonnant la mort de prisonniers de guerre, de résistants, de civils. L'un des épisodes les plus révélateurs de sa brutalité concerne la grande évasion du Stalag Luft 3. En mars 1944, 76 aviateurs alliés s'échappent d'un camp de prisonniers en Silésie par un tunnel creusé pendant des mois. 73 sont recapturés. Sur ordre direct de Kaltenbrunner, avec l'approbation d'Hitler, 50 d'entre eux sont exécutés, abattus par petits groupes en secret puis incinérés. Leurs familles reçoivent des urnes contenant des cendres, accompagnées de faux certificats de décès. Les conventions de Genève qui protègent les prisonniers de guerre sont piétinées avec un mépris total. Ce massacre, qui inspirera des années plus tard le film La Grande Évasion, n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Kaltenbrunner signe, approuve, ordonne, sans hésitation, sans remords apparents. Pendant près de 3 ans, il est le visage quotidien de la terreur policière du Reich. L'homme qui fait fonctionner la machine de répression au jour le jour, dans les moindres détails opérationnels. Mais quand arrive le procès de Nuremberg, en 1946, Kaltenbrunner se transforme. Le géant devient fragile. L'homme qui a signé des ordres d'exécution pendant 3 ans affirme soudain qu'il n'était qu'un juriste, un administrateur, un homme de dossier, pas un homme de terrain. Il rejette toute la responsabilité sur Himmler, sur Heydrich, sur n'importe qui d'autre. Il prétend ne pas avoir su, ne pas avoir compris, ne pas avoir voulu. Et quand les procureurs projettent dans la salle d'audience des films tournés lors de la libération des camps de concentration, les corps empilés, les survivants squelettiques, les fosses communes, Kaltenbrunner s'effondre. On doit interrompre l'audience. L'homme qui a supervisé la Gestapo ne supporte pas de voir les images de ce que sa machine a produit. Mais les documents parlent plus fort que ses larmes. Sa signature est partout. Les preuves sont accablantes. Sa défense s'effondre sous leur poids. Le tribunal le reconnaît coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est condamné à mort. Le 16 octobre 1946, Ernst Kaltenbrunner monte les marches de l'échafaud dans le gymnase de la prison de Nuremberg. Ses derniers mots, prononcés d'une voix ferme, résonnent dans le silence. « J'ai aimé mon peuple allemand et ma patrie du fond du cœur. » Pas un mot sur les victimes, pas un mot sur les milliers d'hommes et de femmes dont il a signé l'arrêt de mort. Jusqu'au bout, Kaltenbrunner n'a vu que lui-même. Mais il reste un dernier homme dans notre liste. Un homme encore plus méconnu que Kaltenbrunner. Un homme dont le nom n'évoque presque rien dans l'esprit du grand public. Et pourtant, son rôle dans la machine nazie est peut-être l'un des plus révoltants de tous, parce que cet homme n'a pas tué avec des armes, des ordres d'exécution ou des chambres à gaz. Il a tué avec des colonnes de chiffres. Son nom, Oswald Pohl. Pohl est comptable. C'est un homme de chiffres, de bilans, de tableaux. Un gestionnaire formé dans la marine allemande, recruté par Himmler pour sa rigueur administrative. En 1942, il prend la tête du WVHA, le bureau principal d'administration économique de la SS. Et sous cette appellation anodine se cache l'une des réalités les plus monstrueuses du Troisième Reich. La transformation des camps de concentration en centres de profit. Car Pohl ne gère pas des camps,
Il gère des entreprises. Des entreprises dont la matière première est constituée d'êtres humains. Sous sa direction, chaque prisonnier des camps se voit attribuer une valeur économique calculée avec une précision macabre. On estime sa durée de vie utile à 9 mois en moyenne. Pendant ces 9 mois, il doit produire un maximum dans les carrières de pierre, les usines d'armement, les ateliers de couture, les chantiers de construction. Son alimentation est calibrée au minimum nécessaire pour maintenir une capacité de travail, pas un gramme de plus. Et quand son corps lâche, quand il ne peut plus produire, il est remplacé. Le système est conçu pour fonctionner ainsi. La mort n'est pas un accident. Elle est intégrée dans le modèle économique. Mais Paul va encore plus loin. Il ne se contente pas d'exploiter les vivants, il exploite aussi les morts. Les biens confisqués aux déportés, or, devises, bijoux, montres, vêtements, valises, sont triés, classés et acheminés vers le Reich dans le cadre d'une opération secrètement baptisée Action Reinhardt. Les cheveux des femmes, rasés à leur arrivée dans les camps, sont récupérés pour fabriquer du feutre industriel et des tissus. Les dents en or, arrachées aux cadavres, sont fondues en lingots. Les lunettes, les prothèses, les chaussures d'enfants, tout est comptabilisé, tout est réutilisé, tout a un prix. Des documents déclassifiés après la guerre ont révélé que la SS, sous la supervision de Paul, a accumulé l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars actuels grâce à ce pillage systématique. L'horreur avait un bilan comptable, et ce bilan était tenu avec une méticulosité impeccable. Quand l'Allemagne s'effondre en 1945, Paul disparaît. Contrairement à Himmler, il ne tente pas de négocier, il se cache. Pendant 2 ans, il vit sous une fausse identité dans le nord de l'Allemagne, se faisant passer pour un ouvrier agricole. Il est finalement capturé en 1946 par les forces britanniques, jugé lors des procès de Nuremberg ultérieurs, ceux qui sont moins connus que le procès principal, mais tout aussi importants. Paul est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Sa défense est prévisible, il n'a fait que gérer des budgets. Il ne savait pas ce qui se passait réellement dans les camps, il n'était qu'un administrateur. Le tribunal ne le croit pas. Les preuves sont trop nombreuses, trop détaillées, trop accablantes. Paul est condamné à mort. Dans les derniers mois de sa détention, il se convertit au catholicisme. Son confesseur plaide pour la clémence, arguant que Paul a trouvé la rédemption par la foi. La demande est rejetée. Le 7 juin 1951, Oswald Paul est pendu dans la prison de Landsberg, la même prison où Hitler avait rédigé Mein Kampf 27 ans plus tôt. Une coïncidence que l'histoire semble avoir voulu comme un dernier symbole. 7 hommes, 7 rouages, des millions de vies broyées. Mais ce que cette histoire nous enseigne dépasse de loin le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ces 7 hommes n'étaient pas des créatures venues d'un autre monde. Ils étaient médecins, juristes, architectes, comptables, gestionnaires. Ils avaient des diplômes, des familles, des loisirs. Himmler cultivait des herbes médicinales et consultait des astrologues. Speer dessinait des bâtiments. Mengele avait 2 doctorats. Paul aimait la comptabilité. Aucun d'entre eux n'était fou. Et c'est précisément ce qui rend leur histoire si dérangeante. Primo Levi, rescapé d'Auschwitz, et l'une des voix les plus lucides du XXe siècle, a écrit un jour des mots qui résument peut-être mieux que tout le reste la leçon de cette histoire. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. Ces 7 hommes étaient dangereux, non pas malgré leur normalité, mais précisément à cause d'elle. Ils nous rappellent que la frontière entre civilisation et barbarie est infiniment plus mince que nous voulons le croire, que l'intelligence sans conscience morale ne protège de rien, que l'obéissance aveugle aux institutions, quand ces institutions ont perdu leur boussole éthique, peut transformer des hommes ordinaires en instruments d'une cruauté qui dépasse l'entendement. Et peut-être que la vraie leçon, celle qui traverse les décennies et qui nous concerne encore aujourd'hui, c'est celle-ci. Le mal n'a jamais eu besoin de monstres pour prospérer. Il a juste eu besoin d'hommes compétents qui ont choisi de ne pas penser, de ne pas questionner, de ne pas regarder. Les archives existent, les témoignages existent, les preuves sont là, dans les bibliothèques, dans les musées, dans les mémoriaux. Et tant que nous prendrons le temps de les consulter, de les lire, de les transmettre,
alors la mémoire de ceux qui ont souffert ne sera pas un fardeau, elle sera un rempart. Parce que se souvenir de comment ces hommes ont pu exister, c'est déjà commencer à empêcher que d'autres ne prennent leur place. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui, comme vous, croit que l'histoire ne devrait jamais être oubliée. Abonnez-vous à cette chaîne parce que chaque semaine, nous allons chercher ensemble les vérités que les manuels d'histoire ont laissées dans l'ombre. Et laissez un commentaire pour me dire lequel de ces 7 hommes vous a le plus marqué et pourquoi. On se retrouve très bientôt.